Chers téléspectateurs Tandem, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Knesset et Match avec une émission un peu particulière ce soir qui va, au-delà du débat, essayer d'éclairer les franco-israéliens que nous sommes sur les dernières évolutions dramatiques du feuilleton politique israélien. Alors, pour ce faire, j'ai demandé à deux personnes de nous livrer leur analyse de la situation. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Nili Naouri. Bonsoir Nili. Bonsoir. Avocate, coordinatrice d'Israel is Forever et déléguée du Likoud auprès de l'Organisation sioniste mondiale. Et puis, Jonathan Serrero. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Galit. Comment vas-tu ? Très bien. Alors je suis ravie de te retrouver ici sur le plateau de Tandem. Donc toi Jonathan, journaliste, spécialiste de la politique israélienne et de la diplomatie au Moyen-Orient. Alors au moment où nous enregistrons cette émission, ça fait 24 heures que Naftali Bennett a annoncé qu'il quittait son poste de Premier ministre et qu'on se dirigeait donc vers la dissolution de la Knesset. Ça va entraîner donc automatiquement des nouvelles élections qui devraient donc se tenir le 25 octobre prochain. Et en attendant, une prise de fonction de Yair Lapid, donc au poste de Premier ministre de transition donc jusqu'aux élections. Alors, que s'est-il passé ? Est-ce que c'est une décision de Naftali Bennett? Est-ce qu'il a été poussé vers la porte par Yair Lapid? Nili, ton analyse, et puis après, Jonathan. Bien, cela fait 3 mois que nous assistons à l'agonie de ce gouvernement. C'est un gouvernement qui avait déjà perdu donc sa majorité suite au départ de la députée Idit Silman, qui est enfin revenue à la raison. Et donc, on attendait la fin de ce gouvernement. Il y avait une proposition de dissolution de la Knesset qui était préparée par l'opposition et qui devait être présentée cette semaine ou la semaine prochaine. Et finalement, je pense que c'est Lapid qui a pris les devants et qui a demandé, gentiment ou pas d'ailleurs, à son acolyte Bennett de lui laisser les rênes du pouvoir, puisqu'il voulait aussi bénéficier de ce titre, puisque finalement, cette coalition ne s'est basée que sur la volonté d'avoir des postes, et lui aussi voulait croquer au gâteau. Tu es d'accord avec ça, Jonathan ? Qui était le Premier ministre durant près d'1 an? Sûrement pas Naftali Bennett et sûrement Yair Lapid, puisque depuis 1 an, c'est la politique de Yair Lapid qui a été mise en place, et notamment au regard de la force politique que représente le Yesh Atid dans le pays. Il y a eu des sondages donnés par l'ensemble des chaînes israéliennes qui promettent de bons sondages au parti du Yesh Atid. Donc pour Yair Lapid, je dirais que c'est gagnant-gagnant. Il a occupé la fonction de ministre des Affaires étrangères durant près d'1 an. Il a représenté l'État d'Israël durant près d'1 an un peu partout dans le monde. J'ai eu même la chance de l'accompagner au Maroc au mois d'août dernier. Il s'est baladé aux quatre coins du monde, du côté de Paris notamment. Il a mis en place sa politique de rapprochement, notamment avec l'administration américaine, avec l'administration démocrate de Joe Biden. Il entretient les meilleures relations avec Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Et puis, Yair Lapid s'est rendu compte de la déliquescence aussi du parti Yamina, qui tombait en ruine avec les départs, Nili l'a rappelé, d'Idit Silman, le départ aussi de Nir Orbar. Donc Yair Lapid a demandé à, entre guillemets, son secrétaire, Naftali Bennett, de quitter son poste fictif de Premier ministre de l'État d'Israël. Alors, qu'est-ce qui, d'après toi, fait que, effectivement, Yesh Atid et Yair Lapid sont aussi hauts, élevés dans les sondages, puisque est-ce que finalement il n'est pas comptable du bilan, puisqu'il n'était pas au poste de Premier ministre effectivement, même s'il l'était dans les faits, dans les actes? Déjà, il y a un mouvement politique qui s'est mis en place depuis 2013, mis en place par Yair Lapid suite aux manifestations de 2011
sur la vie chère et dirigé vers les classes moyennes. Yair Lapid a mené sa barque, a mis en place donc a tissé sa toile sur l'ensemble du pays au travers d'un réseau assez puissant dans l'ensemble du territoire israélien. Et donc, Yair Lapid est parvenu à ses fins, il y a de cela un an, en pulvérisant le parti bleu-blanc de Benny Gantz et en accédant au plus haut sommet de l'État d'Israël. Je le répète, pour Yair Lapid, cette année, c'est tout bénef pour lui. Et donc, dans quelques jours, il accédera aux plus hautes fonctions de l'État d'Israël. Alors certes, c'est une position transitoire, mais cette position transitoire lui laisse une marge de manœuvre assez large. Alors toi, Nili, qui est plutôt la représentante du Likoud ici ce soir, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire finalement qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller vers de nouvelles élections, ou est-ce qu'il y a encore une chance qu'une coalition de droite se forme dans l'actuel Knesset ? Je sais que Binyamin Netanyahou tente de former encore un gouvernement, une coalition dans cette même Knesset. Personnellement, je suis contre. Je pense qu'il faut absolument épurer cette Knesset qui est composée d'éléments véritablement malfaisants qui ont mis toute leur idéologie de côté pour simplement avoir un poste, un chauffeur, un bureau. Là, tu nous parles de Yamina, de Tikva Hadasha, ou tu nous parles des forces de gauche, de Mansour Abbas? Je parle des pseudo-partis de droite qui sont passés de l'autre côté juste par besoin d'avoir un poste et pour mettre Netanyahou de côté, mais qui ont mis un trait sur l'idéologie et qui ont volé les voix de leurs électeurs. Et donc, ces éléments doivent absolument, vu qu'ils ont violé leurs engagements envers leurs électeurs, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent passer devant le tribunal du peuple et qu'on doit les désavouer. Et donc, cette Knesset n'est pas une Knesset qui représente ce que aujourd'hui le peuple veut, et qu'une véritable démocratie doit respecter la volonté du peuple. Et donc, je pense qu'il est nécessaire, vital, de retourner aux élections et d'avoir de nouveaux visages dans cette Knesset, d'avoir une Knesset beaucoup plus représentative et beaucoup plus idéologique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jonathan ? Est-ce que tu ne penses pas que finalement les Israéliens, ils en ont eu marre de ces élections à répétition, de ce que ça représente comme coût aux contribuables israéliens ? Et est-ce que tu penses, toi aussi, qu'il faut absolument retourner aux urnes ? Alors, sur la lassitude des Israéliens quant aux querelles de la classe politique, elle est certaine. On s'aperçoit aussi en France qu'il y a un désaveu total de la classe politique, puisqu'il y a près de 50% de la population qui ne s'est pas rendue aux urnes. 54% qui ne s'est pas rendue aux urnes aux dernières élections. Lors des élections et des différents scrutins électoraux de l'année dernière, ou d'il y a près de maintenant 2-3 ans, on arrivait à un taux de participation compris entre 75 et 70%, ce qui est assez faible, malgré, je dirais, cette mobilisation des différents partis d'essayer d'écumer le terrain israélien. Le Likoud a perdu près de 300 000 voix lors des dernières élections d'il y a un an. Donc le défi pour un parti comme le Likoud, ce sera de mobiliser l'ensemble de l'électorat de la droite nationale, de ne pas laisser une seule voix pour espérer obtenir la majorité lors de la prochaine Knesset. Ce ne sera pas simple, car on a l'habitude d'observer, nous, avec un œil attentif, ce qui se passe dans la vie politique israélienne, mais pour, je dirais, l'Israélien lambda, il en a assez de ces querelles politiques, de ce qui se passe au sein même de la Knesset, et il y a une grogne sociale qui monte, on le voit.
encore, avec des grèves dans le secteur de l'éducation, la vie chère, et ce sera les enjeux de des prochaines élections. Je voudrais juste également faire remarquer que ceux qui prônaient le fait qu'il était important de se sacrifier, de mettre l'idéologie de côté pour éviter des 5e élections, sont ceux qui aujourd'hui ne proposent pas un gouvernement, une coalition autre dans la Knesset actuelle, mais veulent véritablement dissoudre la Knesset. Donc on voit bien que cette histoire d'éviter absolument les 5e élections, ça n'était qu'un slogan publicitaire et juste pour avoir le poste. C'était peut-être un slogan juste publicitaire, mais finalement, d'après ce que moi j'ai constaté depuis 24 heures et sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télé, je trouve qu'ils y vont quand même, ils remettent une couche, parce que même si Benjamin Netanyahou a dit qu'il était ouvert à reformer une coalition dans cette... Il y a une chose incroyable. Ils disent tous que c'est la faute à Bibi si on retourne à de nouvelles élections. Déjà, il y a une chose, c'est qu'ils se sont réappropriés l'initiative de dissoudre la Knesset. Puisque au départ, c'était l'opposition qui avait proposé de dissoudre la Knesset, ils n'étaient pas d'accord, et puis voyant qu'ils n'avaient aucune marge de manœuvre, que ce soit Nir Orbar, Mazen Ghanem du parti Ra'am, ou encore Gina Rinaoui Zouabi, ne changeant pas de position quant à leur opposition sur la prolongation de la loi de juridiction de Judée-Samarie, et le vote de la loi de la prolongation de Judée-Samarie. Alors, ils se sont rendus compte que, eh bien, ils n'avaient pas d'autre choix que d'arriver à cette dissolution de la Knesset. Mais ça reste la faute de l'opposition si on retourne à des élections. Benjamin Netanyahou a le dos large. il a le dos large. Mais justement, par rapport à ces décrets de Judée-Samarie pour les habitants de Judée-Samarie, donc pour les prolonger, on a entendu Naftali Bennett dire que s'il avait pris cette décision sage de dissoudre la Knesset et de quitter son poste, c'était parce que sinon, ne pouvant pas faire passer faire voter la prolongation de cette loi comme tous les ans depuis des dizaines d'années, ce serait le chaos. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Est-ce que ça aurait été le chaos, ou est-ce qu'il y aurait eu une solution juridique pour faire prolonger, et est-ce que c'est juste un prétexte? Il est évident que ça n'était qu'un prétexte. Maintenant, c'est une invention israélienne de mettre la faute sur l'opposition pour dire que les lois de la coalition, qui sont présentées par la coalition, ne passent pas. Alors, on a eu pendant les années Netanyahou tous les médias qui étaient contre le gouvernement, et c'est vrai que c'est le rôle des médias de critiquer le gouvernement en place. Et là, pendant cette dernière année, on a eu les médias qui ont commencé à attaquer l'opposition en les mettant responsables du fait que les lois de la coalition ne passaient pas. C'est une invention israélienne, on a certainement déposé le brevet à ce sujet. Mais je vais vous dire, en écoutant hier la déclaration de Bennett, j'ai juste pensé, de Bennett et de Lapid, que c'était le mégalomane Bennett qui passait le relais à l'ignare et l'illettré Lapid. C'est l'image que j'avais. Je n'ai jamais réalisé, je n'avais pas encore réalisé à quel point Bennett était mégalomane. Il nous a sortis du gouffre, d'après lui, il a remonté le pays, et donc effectivement là il s'est sacrifié pour que la loi israélienne soit encore appliquée en Judée-Samarie. Donc je pense que là on parle peut-être du fait que Bennett quitte la vie politique. Alors oui, je pense que votre avis sur cette rumeur je pense que un petit stage, une petite retraite dans un hôpital psychiatrique lui ferait le plus grand bien. Non, vraiment, il a développé durant cette année une véritable mégalomanie, et lorsqu'on a entendu sa déclaration hier, c'était vraiment ça. Alors, on va essayer de revenir à des propos un petit peu plus posés. Est-ce que tu penses qu'on peut déjà, que c'est déjà le moment de faire le bilan du gouvernement et de cette année de gouvernement Bennett-Lapid? Et est-ce que tout est acheté, ou est-ce qu'il y a eu quand même des choses positives d'après toi? Déjà, il y a eu cette sortie de Nir Orbar. J'étais le soir du vote à la Knesset concernant la loi de prolongation de juridiction israélienne en Judée-Samarie. Il a eu cette phrase:
l'expérience a échoué. L'expérience, à savoir cette coexistence qui fait frémir les âmes les plus sensibles entre juifs et arabes, entre la coalition dite sioniste et le parti Raham. Sur ce point-là, représente les frères musulmans, on le rappelle. Sur ce point-là, l'expérience a véritablement échoué. Elle avait échoué, elle était déjà mort-née. Comment penser un seul instant qu'il y ait des éléments du parti Raham, en l'occurrence Mazen Ghanem, l'un des chefs les plus influents du secteur arabe israélien, même beaucoup plus influent lorsqu'on connaît un petit peu ce qui se passe dans le secteur arabe israélien, au niveau local, à Sakhnin, Mazen Ghanem, c'est le chef. Il a beaucoup plus de poids qu'un Mansour Abbas. Donc, essayer de convaincre aujourd'hui Mazen Ghanem de démissionner, c'est se fourvoyer. Il y a aussi des éléments post-sionistes au sein de ce gouvernement, au sein du parti Meretz, qui veulent écarter toute judaïté dans l'État d'Israël. C'était l'un des mantras de ce gouvernement, d'écarter tout ce qui pouvait représenter le judaïsme dans ce qui fait Israël. C'est l'un de mes combats personnels et je l'ai toujours répété, la défense des valeurs juives au sein de l'État d'Israël, la supériorité, ce qu'ils appellent de l'autre côté, la supériorité juive. Oui, il y a une supériorité juive. Est-ce que tu penses qu'ils l'ont fait par idéologie ou est-ce que tu penses qu'ils l'ont fait pour pouvoir effectivement intégrer une composante arabe à une coalition? C'est une véritable ligne de conduite au sein de cette partie-là de l'échiquier politique israélien, de vouloir écarter tout ce qui ressemble à du judaïsme ou de la Torah dans l'État d'Israël. Et on le remarque dans les discours. Aujourd'hui, l'ennemi principal de Yair Lapid, c'est Benyamin Netanyahou et c'est Itamar Ben-Gvir. Donc, tout ce qui est juif et sioniste, on met de côté. Pour ce qui est des autres dossiers, le dossier sécuritaire, Bennett a profité des fruits, de l'usufruit de l'opération Gardien du Mur menée par le duo Netanyahou-Gantz il y a de cela un an, où Tsahal a frappé sévèrement, et cela tous les experts militaires le disent, a frappé sévèrement les infrastructures du Hamas. Niveau sécuritaire, il y a eu la mort de près d'une vingtaine d'Israéliens lors d'un cycle de violence sanglant à l'intérieur même de l'État d'Israël, dans les rues de Bnei Brak, de Tel Aviv, et de Tel Aviv, de Hadera, où des Israéliens ont été tués à la hache. Du point de vue social, il y a eu des petites choses de fait qui sont positives, mais on le voit, il y a des grèves au sein du secteur scolaire israélien. Il y a une querelle entre Michael Bitton du parti bleu-blanc et Merav Michaeli, la chef du parti travailliste, sur l'augmentation ou non du prix des tickets de bus dans les villes périphériques. Et là, ce sera l'un des dossiers phares à suivre lors des prochaines élections. Ce qui est étonnant, c'est que c'est Merav Michaeli du Parti travailliste, donc de la gauche dite sociale, qui est contre... C'est la gauche caviar. Qui est pour, en tout cas, l'augmentation des tarifs. Elle a un électorat à satisfaire, tout comme Michael Bitton, qui a un électorat à satisfaire. Alors lui, juste pour nos téléspectateurs, il représente plus la périphérie. La périphérie, les électeurs de la périphérie, des villes comme Dimona, des villes comme Natania, des villes comme Rishon LeZion, toutes ces villes du Sud qui souffrent aujourd'hui dans le contexte économique israélien, avec l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation du prix des appartements. Et sur ces points-là où on attendait les partis de gauche
à résoudre ces questions-là sociales. Sur ces points-là, ils ont failli. Aujourd'hui, être de gauche, c'est plus défendre une certaine vision de la culture que défendre les plus pauvres. Et pourtant, on a Avigdor Lieberman, Yvette Lieberman, qui, sur tous les plateaux télé, nous répète que tout va bien, que c'est une impression que non, que la vie n'est pas chère, que les loyers n'ont augmenté que de 1,5%, que c'est une impression que nous avons et que ce n'est pas la réalité. Bon, alors déjà, si on parle statistiques et chiffres, le prix des appartements a augmenté de 16% au cours de cette année. Et puis, je pense que tout un chacun qui a fait son plein durant ces derniers mois a constaté que le prix a presque doublé en très peu de temps. Donc, il est vrai que ce gouvernement est passé, en plus d'une croissance économique de 8% sous Netanyahou à moins 1,4% si je ne m'abuse. Donc, ils ont profité de la situation économique exemplaire que leur a laissé le gouvernement Likoud pour, au fur et à mesure, liquider l'économie de ce pays. Mais il faut bien trouver des solutions aux 53 milliards qui avaient été promis à Mansour Abbas. Donc, forcément, c'est la population juive qui doit trinquer. Je voudrais juste rajouter aussi sur ce qu'a dit Jonathan au niveau du bilan de ce gouvernement. Il faut dire aussi que nous avons véritablement évité le pire, entre autres avec la réforme de la conversion que voulait réaliser Matan Kahana, qui était véritablement la fin du peuple juif. Il faut bien le savoir, c'était faire rentrer les mouvements réformés dans les décisions de qui allait être accepté comme membre du peuple juif ou pas. Donc, entre autres ça, les réformes de la cacheroute. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire des réformes, que des réformes ne sont pas nécessaires dans ce domaine, mais de la manière dont il voulait le faire, c'était véritablement assouvir les besoins, les exigences d'un Lieberman qui veut mettre, entre autres, les Haridim à la décharge municipale. Ouais. Donc, on a évité le pire, mais effectivement, il y a eu des dommages irréversibles, je pense, qui ont été causés par ce gouvernement. Alors, je ne parlerai même pas de, par exemple, la promesse, l'engagement d'un Bennett à Biden que nous n'attaquerions plus l'Iran sans avoir l'aval des États-Unis, ce qui est une chose extrêmement grave. Là, on va voir un Lapid qui était pour la signature des accords avec l'Iran. Les accords de Vienne. Les accords de Vienne, tout à fait. Donc, j'ai très peur des répercussions de l'époque, de l'ère que nous allons vivre, même s'il ne s'agit que de 3 ou 4 mois. J'ai très peur des conséquences à ce niveau-là, donc au niveau politique. Mais il y a aussi un point qui était essentiel, et là, je pense qu'il y a un dommage énorme qui a été causé, c'est au niveau de notre honneur national. Notre honneur national a été bafoué. Nous avons vu les couleurs terroristes du drapeau, du torchon de l'OLP qui a flotté sur Jérusalem, sur le mont du Temple, dans toutes les villes, dans nos universités, dans nos hôpitaux, et ça véritablement, en plus avec une répression du drapeau bleu-blanc, en disant que de brandir le drapeau d'Israël était une provocation. Nous avons dû parlementer pour avoir le droit de défiler dans les rues de Jérusalem avec le drapeau ou dans nos universités. Mais d'un autre côté, on est bien obligé de reconnaître que cette année, par exemple, pour Yom Yerushalayim, contrairement à ce qui s'était passé l'année dernière avec Binyamin Netanyahou, qui n'avait pas autorisé donc le passage par Shrem. Sur cela, Galit, oui. Il y a eu un travail de fait en amont entre Yair Lapid, Naftali Bennett et le roi Abdallah II de Jordanie. Il y a eu des réunions, de multiples réunions pour justement essayer de calmer les fauteurs de troubles, justement sur cette, on le voit sur ce livre, Sha'ar Shrem, porte de Damas, pour essayer de contenir tous ceux qui pourraient semer la panique et les violences. On l'avait vu l'année dernière du côté de la porte de Damas, ces éléments chauffés à blanc, notamment par le Hamas dans la bande de Gaza. Le Hamas qui avait fini la journée en bombardant Jérusalem. Oui. Donc il y a eu un vrai travail de fait par Naftali Bennett.
Ou alors les concessions ont été trop importantes? Alors, il y a eu des concessions, et il y a eu cette visite aussi de Mansour Abbas du côté de la Turquie. De la Turquie et de Amman. Et il a été reçu par le roi Abdallah II de Jordanie. Donc, les Jordaniens ont servi, bien évidemment, les intérêts du gouvernement israélien pour empêcher de voir la droite s'emparer d'un narratif de violence possible, éventuelle, du côté de Jérusalem. Donc il y a eu une convergence d'intérêts entre les organisations terroristes, le gouvernement israélien et Amman. Bon, force est de constater que ça a marché cette année. Alors, le Likoud et Bibi, Nili, est-ce qu'ils ont réussi, parce que finalement, si on était rentré dans cette spirale, c'était effectivement, on le rappelle, parce que Avigdor Lieberman avait démissionné de la coalition et avait mis en difficulté la coalition de Bibi Netanyahou en 2019. Et donc après, on a eu donc une série d'élections. Et si effectivement, à 3 reprises, Binyamin Netanyahou n'a pas réussi à former une coalition suffisamment forte, large et juste majoritaire, c'est pour ça qu'il a été obligé de passer la main. Est-ce que aussi c'est pas parce qu'il avait bien entendu, on ne peut pas faire tout bien, fait des erreurs? Et est-ce que tu penses que cette période dans l'opposition a remis les pendules à l'heure un petit peu? Et est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'il faut faire différemment et qui seront peut-être faites différemment? Est-ce qu'ils ont appris quelque chose de cette période? S'il y a un point primordial, une leçon qu'il faudra retenir de cette opposition, c'est le fait de faire une réforme au niveau judiciaire. Tu viens de rappeler le fait que Avigdor Lieberman avait commencé toute cette saga en passant de l'autre côté lors des premières élections. Je vous rappelle qu'à cette époque, il y avait eu une très grosse enquête sur le parti Israël Beiteinu qui a donné lieu à l'emprisonnement de Fania Kirschenbaum, qui était véritablement collée à Avigdor Lieberman, sans que Avigdor Lieberman n'ait été même questionné par la police. Donc, force est de constater 10 ans de prison, ce qui est la peine maximum, je crois, qu'un politicien ait pu avoir. Et donc, force est de constater que Lieberman est tenu par le bureau du procureur. Ça a été la même chose, à mon humble avis, pour Guidon Sa'ar, qui d'ailleurs avait quitté la vie politique en 2014 pour une affaire qui n'a pas été du coup dévoilée dans le grand public, mais il continue de le tenir aussi. C'est à mon avis la raison pour laquelle il est passé également de l'autre côté. Et Bennett, qui a aussi laissé 20 millions de shekels de dettes au parti Abait Yehoudi, et donc qui est également tenu. Donc il faut comprendre que le pays a été victime d'un véritable putsch judiciaire, et donc on a des élites ici qui pensent qu'elles savent mieux que le peuple, et donc que la démocratie, eh bien on peut faire un semblant de démocratie et réaliser des élections, mais que finalement c'est véritablement les élites qui doivent décider qui doit être à la tête du pays. Et là, je pense qu'il est très important, bien que je ne pense pas que Netanyahou n'ait pas fait d'erreur, je pense qu'il en a fait un certain nombre et qu'il devra les corriger durant ce nouveau mandat si Dieu veut, mais en tout cas, il n'est pas pensable que ce soit à la gauche bien pensante ou à la pseudo-élite de décider qui est le chef du camp national. Et c'est la raison pour laquelle je veux absolument que Netanyahou revienne en tant que Premier ministre, quitte à après décider de prendre sa retraite et à laisser les rênes à quelqu'un d'autre à la tête du camp national. Mais il faut bien comprendre qu'un prochain leader de droite ne peut être libre que si nous gagnons ces élections et nous montrons à la gauche que seul le peuple doit décider qui est à la tête de ce pays. Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan? D'autant que il faut quand même dire que Netanyahou a été quand même à la tête du pays pendant 12 ans et que la réforme judiciaire, il a eu le temps de la faire quand même. On va encore m'accuser de soutenir Benyamin Netanyahou, de bibiste. C'est l'insulte suprême. Quelle année passée dans l'opposition et quel succès! Quel succès, car de la première minute où le Likoud était dans l'opposition et Benyamin Netanyahou a été dans l'opposition, il n'a pas lâché la pression sur la coalition, en multipliant les heures de débat à la Knesset jusqu'à tard dans la nuit. Et il y a eu ce point de bascule
avait cette menace d'accord de plaidoyer dans l'affaire Netanyahou. Dans le dossier 4000. Et cela a fait planer une sorte de menace sur l'ensemble de l'échiquier politique israélien, une sorte de tremblement de terre au sein de l'échiquier politique israélien. La coalition s'est dit, sans Netanyahou, à quoi bon ? Sans Netanyahou, à quoi bon ? Et si Netanyahou passe la main, que fait-on ? Et Netanyahou a joué de ça durant toute cette période. Et il y a eu ces débats aussi lors du procès Netanyahou. On s'est aperçu que les accusations de corruption n'étaient pas si évidentes que cela. Au regard des témoignages de Nir Hefetz et de Shlomo Filber, l'ancien chef des bureaux du ministère des Télécommunications. Et Benjamin Netanyahou a eu, notamment après la rentrée de la session d'été de la Knesset, a décidé de rendre coup pour coup à la coalition et de ne plus soutenir la coalition. Il l'avait fait sur la loi d'aide accordée notamment aux soldats pour essayer de financer leurs études. La loi Mimadim Lelimudim de l'uniforme à l'université. C'était important. C'était un cadeau offert à Benny Gantz. Peut-être que Benny Gantz s'en souviendra dans les heures qui suivent. Pourquoi pas dans la formation d'un gouvernement alternatif ? Je ne le pense pas, mais peut-être, pourquoi pas. C'était important sur ce point. Mais après cela, l'opposition a décidé comme un seul homme. Et il y a aussi, il faut le souligner, Benjamin Netanyahou a gardé son opposition, son bloc de droite intact. Malgré les divergences de vues qu'il y a pu avoir entre les partis orthodoxes et Bezalel Smotrich, mais à la Knesset, le bloc de droite a voté toujours comme un seul homme et a suivi Benjamin Netanyahou. Tout le monde promettait que ce bloc de droite allait exploser il y a de cela un an. Force est de constater que ce bloc de droite est resté intact. Et aujourd'hui, au regard de cette pression mise par Benjamin Netanyahou sur la coalition a flanché. Alors toi, tu penses que que Benjamin Netanyahou et la pression qu'il a mis y est pour beaucoup ? Moi, j'avais l'impression que cette coalition ne pourrait exploser que de l'intérieur, imploser. Il faut connaître. Il y a eu cette explosion interne de la coalition, ça c'est une évidence au regard du caractère hétéroclite de cette coalition. Mais il faut connaître Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, il a suivi l'école américaine. Et on lui a appris au sein des cercles républicains qu'il faut donner beaucoup de coups pour faire tomber cette opposition. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou l'a souvent rappelé lors des réunions parlementaires, il faut frapper. Je reprends les termes de Benjamin Netanyahou, il faut encore frapper pour que l'adversaire tombe. C'est une ligne politique, c'est une stratégie politique, c'est celle employée par Benjamin Netanyahou. Et même lorsque Benjamin Netanyahou s'en est allé en guerre, il a toujours constaté que au Moyen-Orient, c'était le plus fort qui l'emportait. Et au sein de la politique israélienne, et même si l'actuelle coalition a pensé pouvoir faire d'Israël la Suisse, force est de constater qu'elle a totalement échoué, car on est au Moyen-Orient, oui. On est entouré d'ennemis, et qu'Israël est en guerre permanente. Alors on verra, puisqu'il nous a promis hier, lui aussi, dans son petit discours, sa petite conférence de presse, comme ça, à la Knesset improvisée, il nous a promis d'autres accords de paix. Donc on verra. Je vous propose un petit jeu. Je vais vous donner des noms de membres de la coalition, généralement de droite, et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de leur avenir politique. Quel est, d'après vous, leur avenir politique? Alors déjà, Bennett, tu le rappelais tout à l'heure, Nili, tu disais que, il y a une rumeur comme ça qui dit qu'il pourrait peut-être fermer... s'éloigner de la vie politique et prendre sa retraite politique. Oui, je pense qu'il le ferait bien. Il a causé assez de dommages comme ça. Maintenant, en plus, il a une résidence quand même qui a été... il a été rénové à plus de 50 millions de shekels, mais qu'il en profite. Voilà, qu'il y reste, qu'il en profite et puis voilà, qu'il laisse le pays tranquille. Quel avenir? Brûlé.
comportement assez inapproprié envers Ayelet Shaked aussi. Ayelet Shaked est en ce moment du côté du Maroc. Elle apprend à l'étranger que celui avec qui elle a battu le fer durant toutes ces années et qu'elle n'a jamais quitté au prix de sa propre carrière politique, décide de tout envoyer balader. C'est bas. J'ai eu plusieurs fois Naftali Bennett en face de moi. Je n'arrive pas à comprendre Naftali Bennett. Je n'arrive toujours pas à comprendre son choix. Alors je comprends qu'il ait fait ce choix il y a un an par opportunisme politique, par ambition personnelle, ça je peux le comprendre, mais le Naftali Bennett que j'ai eu en face de moi soutenait les implantations. Il m'a même déclaré que voter Bennett, c'est voter Netanyahou. Il me l'a dit. Et je comprends aussi son amitié, certaine avec Yair Lapid, mais de là à s'associer avec le parti Meretz et le parti Ra'am, j'ai du mal à comprendre. C'est une question que j'ai souvent posée à l'un de ses députés, je ne le citerai pas. Toujours la même réponse, bibiste. Alors, j'ai une idée je crois savoir de qui parle. C'est clair. Naftali Bennett, numéro 2, 3, 4 de la liste Yesh Atid aux prochaines élections, c'est quelque chose de crédible pour toi ? C'est un poids aujourd'hui, Naftali Bennett, pour l'ensemble des partenaires de cette coalition, que ce soit pour Guy Donsar. Alors, il y a eu aussi cette concurrence entre Guy Donsar et Naftali Bennett. Force est de constater que Guy Donsar a enterré Naftali Bennett avec son entêtement de faire voter cette loi sur la Judée-Samarie. Guy Donsar, on va peut-être en parler, mais aujourd'hui Naftali Bennett est un poids pour l'ensemble des partis. Ce qui est quand même incroyable en Israël, c'est que les hommes politiques qu'on croit morts ressuscitent très souvent. Il y a un an, Naftali Bennett était en dessous du seuil d'éligibilité. Il est sorti complètement. Aux élections numéro 2 il y a 2 ans, oui. Il n'était pas passé au Voilà. Donc il est tout à fait capable de soit prendre une retraite anticipée, soit peut-être de revenir plus tard. Et de revenir plus tard, exactement. Soit également, on en parle d'ailleurs, à Yesh Atid, de prendre la 3e place après Eisenkot. D'ailleurs, ça aussi, c'est aussi certainement un brevet israélien, le fait que tous nos chefs d'état-major, quand ils rentrent en politique, sont à gauche ou à l'extrême gauche, ce qui en dit long sur la manière de gravir les échelons dans l'armée, ce qui est très inquiétant d'ailleurs. Mais donc, on en parle aussi de cette possibilité. Et d'ailleurs, d'après un sondage qui a été dévoilé ce soir, il y a une possibilité que Bennett rajouterait des voix à Yesh Atid s'il était en 3e position. Donc, on ne sait jamais avec la politique israélienne. C'est les montagnes russes. Ayelet Shaked, je pense que c'est un poids. Alors, est-ce ça c'est quelque chose qui m'embête. Est-ce qu'elle pourrait revenir au Likoud ? Est-ce qu'on pourrait lui offrir une place au Likoud à nouveau sans prendre le risque de perdre des électeurs ? D'après énormément de sources, Ayelet Shaked a été l'architecte et celle qui a entretenu la pire coalition de l'histoire d'Israël. Et donc, sous ces airs de bonne fée, on va dire, elle a été véritablement la source du mal. Et j'espère que le Likoud ne va certainement pas avoir confiance en elle, parce que lorsqu'on écoute les archives les anciennes interviews de Bennett comme de Shaked, qui disent avec aplomb qu'ils ne mentent pas et qu'ils n'iront jamais avec la gauche et certainement pas avec Meretz, etc. On ne parlait même pas des partis arabes. On a vu qu'ils ont réalisé exactement le contraire. Et Shaked, donc, on a vu qu'elle a été finalement traînée au niveau de son aura, de sa place par Bennett. Il y avait cet accord
très bizarre entre eux. Une fois, je te laisse la place du parti. Une fois. Bon, bref, une saga qui doit s'arrêter et je pense que Shaked ne doit pas être récupérée par le Likoud. Je ne sais pas si elle trouvera une autre place, mais j'espère qu'elle aussi partira de la Knesset définitivement. Alors, concernant Ayelet Shaked, je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu la chance de discuter avec l'un de ses proches il y a de cela maintenant 2 ans. Et je lui avais posé la question de savoir ce qu'il pensait sur le procès Netanyahou et si la possibilité de voir Ayelet Shaked rejoindre le Likoud et Benjamin Netanyahou. Et j'ai eu cette réponse proche d'Ayelet Shaked qui m'a dit « Est-ce que tu peux imaginer un Premier ministre sous le coup d'une inculpation pour corruption ?» J'ai été surpris de sa réponse et il m'a dit « Ayelet ne soutiendra jamais Benjamin Netanyahou dans cette situation ». Et on s'aperçoit qu'Ayelet Shaked était proche d'Avichai Mendelblit, l'ancien conseiller juridique au gouvernement, de Shai Nitzan, qu'elle a travaillé à leur côté en tant que ministre de la Justice. Aujourd'hui, l'avenir d'Ayelet Shaked, je dirais, a un tournant. Elle est au Maroc, on verra ce qu'elle déclarera à son retour. Elle pourrait prendre la tête du parti Yamina si Naftali Bennett se met de côté. La voir rejoindre le Likoud et l'un des partis de droite, ça, je ne pense pas. Là aussi, elle est, je pense, mise hors jeu des électeurs de droite nationale. On s'en rend compte lorsqu'on poste un message sur Ayelet Shaked ou même sur les publications d'Ayelet Shaked sur les réseaux sociaux. On s'aperçoit du désamour d'Ayelet Shaked, de l'électorat de droite nationale pour Ayelet Shaked. Donc Ayelet Shaked a des choix à faire si elle veut prétendre un jour occuper un poste important au sein de l'échiquier politique israélien. Yom Tov Khalfon, Nili, d'après toi, est-ce qu'il a encore un avenir politique? Oui. Non, je pense qu'il nous a prouvé durant son mandat qu'il a été également capable, à l'image de son boss d'ailleurs, de Bennett, de mettre toute son idéologie de côté, de prétendre le contraire, donc comme le mégalomane donc Bennett, pour simplement avoir dans le CV, pour Bennett, Premier ministre d'État d'Israël, pour Yom Tov Khalfon, député de la Knesset. Donc je crois qu'à la base, il avait aussi donné une image des Français terrible, que j'espère nous avons renversé en manifestant plusieurs fois devant son domicile et en diffusant largement le message dans les réseaux sociaux que le public français ne cautionnait pas l'action de Khalfon. Et je pense que le message est bien passé. Il a été la risée véritablement du monde politique. Il a été jeté comme un malpropre par Bennett. Et encore aujourd'hui, il n'est pas prêt à désavouer Bennett. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, mais peut-être qu'il y a encore une promesse en l'air à laquelle il croit. Ça, je ne peux pas savoir, mais voilà, je trouve ça très dommage pour lui et pour nous. Alors oui, sa réaction aujourd'hui à la dissolution de la Knesset, effectivement, c'était de soutenir, continuer à soutenir. Il a soutenu un tandem avec qui il a partagé de longues heures de route. Il a été fidèle et ils ont cru que c'était lui la taupe au sein du parti. Donc il s'est fait littéralement dégager de la Knesset. D'ailleurs, ce changement stratégique entre guillemets était l'erreur, je dirais, criante du Premier ministre israélien, car avec Yom Tov Khalfon, il avait une voix en plus à la Knesset, et on s'en est aperçu lors des différents votes.
Je dirais pour Yom Tov Khalfon, avec qui j'ai pu échanger, même lors de sa présence à la coalition. Je dirais que chaque juif a le droit au pardon. Chaque année, il y a Yom Kippour, Rosh Hashanah. Voilà, il sort de ça peu grandi, malheureusement. Je dirais bonne chance, Yom Tov. Amichai Chikli, d'après toi, est-ce qu'il part pour une nouvelle, pour monter son propre mouvement? Est-ce qu'il y a des chances, est-ce qu'il peut rejoindre, vu qu'il a été banni de Yamina, est-ce qu'il peut rejoindre légalement une autre formation, ou est-ce qu'il n'a plus du tout le droit et du coup il est obligé de concourir seul? Au regard de la loi, il n'a plus le droit de rejoindre une formation déjà existante dans la prochaine Knesset, et donc il est obligé de former son propre parti. Mais ça, c'est à vie? Il aura non, jamais le droit. c'est dans la prochaine Knesset. Je ne sais pas si c'est une Knesset ou deux d'ailleurs. Donc une ou deux cadences. Tout à fait. Mais bon, j'ai entendu Yariv Levin ce soir dire que il faudrait peut-être essayer de renverser cette décision. Somme toute, Amichai Chikli. Il y a un appel qui a été déposé. Mais enfin bon, on ne met qu'une confiance très modérée dans la Conseil, la Cour suprême. Mais il pourrait peut-être, d'après Yariv Levin, il y avoir une possibilité de renverser quand même cette décision, puisque Amichai Chikli a été quand même le seul qui est resté fidèle à l'idéologie de Yamina. S'il y a des gens qui doivent être radiés de Yamina, c'est Bennett et consorts, et certainement pas Amichai Chikli. Maintenant, à savoir s'il doit former son propre parti pour les prochaines élections, je ne suis pas amatrice de ces nouvelles formations qui se forment à la dernière seconde, juste avant les élections. J'ai peur du seuil d'éligibilité. Je ne sais pas si Amichai Chikli pourrait le passer, et si ça n'est pas le cas, eh bien on se retrouvera dans la même situation lorsque Shaked et Bennett avaient formé, alors je ne sais plus, c'était Yamina Hadash, et à 1000 voix décembre près, 2018. Voilà, et à 1000 voix près, la droite du coup n'est pas passée. Donc j'ai peur de ce scénario qu'il se renouvelle. Donc il faudra véritablement faire une étude très approfondie et se rallier aux bonnes personnes, puisque Amichai Chikli lui seul ne suffit pas. Il faudra qu'il y ait encore d'autres figures importantes dans ce parti s'il le forme, et vérifier si véritablement il y a une chance sûre, enfin on n'est jamais sûr de rien, mais qu'il passe largement en tout cas le seuil d'éligibilité, au moins dans les sondages. Alors, quelle serait la solution pour Amichai Chikli pour finalement qu'il ait la reconnaissance de sa bonne conduite pendant cette dernière année, et qu'en même temps il ne fasse pas perdre des voix bêtement à la droite? Moi, je pense comme je suis le même avis que Nili. C'est difficile de former un parti politique, d'avoir une assise électorale en si peu de temps. On l'a vu. Il y a eu Gideon Sa'ar qui a écumé Israël sous l'étendard et sous le slogan anti-Bibi. Il a un peu réussi son pari, puisqu'il a empêché Benjamin Netanyahou d'accéder au pouvoir. Mais Gideon Sa'ar avait de la bouteille, il avait de l'expérience politique. Pour ce qui est d'Amichai Chikli, il lui faudra convaincre tous ceux à droite qui ne sont pas prêts à voter pour Bezalel Smotrich et pour Benjamin Netanyahou. Il peut essayer de convaincre ses électeurs de Yamina, la partie droite de Yamina. Cela représente très peu de personnes. Donc stationne à cette place de l'échiquier politique israélien très peu de voix. Je conseillerais aujourd'hui à Amichai Chikli d'attendre, pourquoi pas de recevoir un poste de ministre sans étiquette dans le futur gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et sans être député, du coup. Sans être député, d'avoir un portefeuille ministériel, même si les promesses électorales sont changeantes. Alors, je voulais aussi savoir si on va vers de nouvelles élections. Les élections, ça coûte beaucoup d'argent.
aux contribuables israéliens. On est à 4 mois des prochaines, normalement, au mois d'octobre. À la Knesset, il y a aujourd'hui 20 députés norvégiens. Alors, on rappelle ce que c'est qu'un député norvégien. Ce sont des députés qui sont là pour remplacer des ministres qui, eux, ont été élus députés, mais ont été nommés ministres, et pour on va dire, leur éviter ou leur permettre de bien faire leur job de ministre et de ne pas avoir à venir tous les jours à la Knesset pour voter des textes. Ils cèdent leur place au prochain sur la liste, qui devient donc un député, ce qui s'appelle un député norvégien, à la place du ministre donc en poste. Rappelons que chaque député norvégien bénéficie d'un cabinet, d'une voiture et d'un chauffeur d'une voiture de fonction et d'un chauffeur, d'un secrétariat, d'un salaire, ce qui représente quand même beaucoup d'argent. Ils sont 20. Aujourd'hui, on va rentrer dans une période de transition où effectivement, on va dire que ça va tourner plus ou moins au ralenti. Donc les ministres, est-ce que les ministres, déjà, pour éviter, en tout cas pour faire des économies au pays, ne devraient pas, eux, reprendre leur poste de député et ça ferait 20... Je sais pas, on était prêt, Galit, à donner 53 milliards de shekels à Mansour Abbas, 300 millions de shekels à Gina Rinaoui Zouabi, à offrir des routes et des périphériques au secteur arabe israélien, et on n'aurait pas d'argent pour partir, aller vers des élections. Mais est-ce que ce ne serait pas raisonnable et, on va dire, se comporter en bon père de famille que de faire ça Non, mais on a bien dit que cette coalition se base sur les postes. Donc, on ne va pas demander aux députés norvégiens de maintenant... promis aussi un gouvernement de 18 ministres. Ah oui, ça c'est sûr. Et on se rappelle du fameux discours de Lapid, où est l'argent, en critiquant justement le nombre réduit de députés norvégiens qui avaient été mis en poste par le gouvernement Netanyahou précédent. Donc là, ils ont fait très fort, ils ont donné des postes à tout le monde. D'ailleurs, les députés norvégiens ne sont pas les seuls à avoir bénéficié des largesses de ce gouvernement. Il y a eu énormément de nominations à plein de postes dans plein d'administrations. Donc le but était véritablement de placer un peu tout le monde. Et donc ça a été véritablement le but suprême de cette coalition, de distribuer les postes, l'argent, les chauffeurs, les bureaux, etc. Donc non, je ne pense pas du tout que ça va être la tendance de ce gouvernement. D'ailleurs, la loi prévoit normalement une période de 3 mois à partir du moment où la Knesset est dissoute jusqu'aux élections, et c'est la coalition actuelle qui demande à ce que ça soit après les fêtes, comme si cette coalition pensait que les fêtes juives étaient importantes. On a bien compris que non, mais ils veulent profiter des fêtes pour essayer d'avoir encore 1 mois de plus de salaire de chauffeur de bureau. Et ce qu'il faut savoir, Galit, c'est que dans le cadre d'une période transitoire, le gouvernement a beaucoup plus de marge de manœuvre, est beaucoup plus libre dans ses choix. C'est des décisions, je dirais, gouvernementales et plus parlementaires. Plus besoin de passer par la Knesset. Je pensais au contraire que leur marge de manœuvre serait réduite pendant cette période. Il y a une commission, je dirais, transitoire de la Knesset qui s'occupe de réguler les affaires courantes du Parlement israélien, mais il n'y a plus de commission des finances, il n'y a plus de commission des lois, il y a juste le gouvernement qui prend ses décisions et qui en réfère à la commission transitoire de la Knesset. Bon, et ben voilà, donc on verra, on rendez-vous peut-être après les fêtes pour voir un petit peu vers quel échiquier politique on se dirige, et puis en espérant quand même qu'on puisse avoir une vraie campagne avec programme contre programme, bilan aujourd'hui contre bilan, puisqu'ils en ont un, et que enfin on sorte des petites querelles. Des petites querelles personnelles, politiciennes. Non, c'est pas gagné, mais enfin on espère. Alors, Nili, avant qu'on se quitte, moi j'aimerais bien que tu nous parles de ce livre. Alors, Jérusalem, écrit par Shraga Alain Blum,
un livre qui avait été commandé par ton papa, Zichrono Livracha. Raconte-nous un petit peu cette aventure et après, on parlera peut-être, on dira quelques mots des projets d'Israelis Forever pour l'été. Oui, eh bien, mon père, donc Jacques Hupfer, avait été élu 3 mois avant son décès, donc il y a 1 an et demi, à la tête du département des activités sionistes en diaspora, au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Et son premier projet était de faire écrire un livre sur Jérusalem, dont le but serait qu'à la suite à la fin de cette lecture, le lecteur arrive à la conclusion que Jérusalem est la capitale du peuple juif et du seul peuple juif. Et donc, il a demandé à Shraga Blum, dont la plume extraordinairement sioniste et très littéraire a véritablement fait un travail remarquable, d'écrire ce livre en faisant une rétrospective de l'histoire de Jérusalem, en reprenant toutes les citations de Jérusalem dans nos prières, dans notre Torah, dans des citations d'hommes publics, dans des chants et des poèmes. Et donc, c'est un livre qui retrace tout ça et qui vous emplit de la magie de Jérusalem. Mon père a œuvré, entre autres, pour l'intégralité de Jérusalem. Il parlait toujours de cette capitale éternelle et indivisible, Jérusalem. Il ne pouvait pas dire le mot Jérusalem sans rajouter ses qualificatifs et c'était très important pour lui. Je rappellerai qu'en 2017, il a été le premier à rechanter la Tikva sur le Har Habayit, sur le mont du Temple, lors du jubilé de Jérusalem. Et je pense d'ailleurs qu'on lui a rendu hommage à ce Yom Yerushalayim, puisque nous sommes aussi montés sur le mont du Temple et qu'en plus d'avoir chanté la Tikva, nous avons brandi le drapeau d'Israël sur le mont du Temple et c'est ce qu'il voulait. Lui n'avait voilà. pas eu l'occasion de le faire avec le drapeau. Pas avec le drapeau, vous savez que c'est interdit même de chanter la Hatikva, de prier sur le mont du Temple, sur notre lieu le plus saint, c'est interdit. Et Israelis Forever a un de ses buts, c'est l'accès libre des Juifs sur nos lieux saints. Et donc, on a l'impression, quand on le dit, que c'est une aberration, mais c'est une réalité. Donc, c'est pour ça que Israelis Forever s'est rendu, par exemple, au Kever Yosef, à Shrem, il y a 2 mois, et aussi à Antonella Tikva, avec les drapeaux d'Israël. Et donc, ce livre a été écrit en français, il a été traduit en hébreu, en espagnol et en anglais. À la demande de mon père, il distribuait gratuitement dans les communautés du monde. Et il voulait aussi qu'il soit distribué chez les élus locaux, aux dirigeants des pays. Chez les élus locaux juifs, non. Non. Dirigeants, hein. Goy. D'accord. Pour qu'ils comprennent que l'ambassade de Jérusalem, l'ambassade de leur pays respectif, doit être transférée à Jérusalem, car c'est la capitale du peuple juif. Alors, voilà. C'est magnifique. Donc là, on peut le trouver. Si nos téléspectateurs veulent se procurer le livre, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Auprès d'Israelis Forever? Oui, tout à fait. Ils peuvent nous demander. C'est vrai que là, on commence à avoir notre stock qui commence à réduire et on espère pouvoir en rééditer d'autres. Mais pour l'instant, on a encore un petit stock. Un beau projet, voilà. À la mémoire de ton père et surtout à l'initiative de ton papa, Zichrono Livracha. Jérusalem, Israelis Forever, cet été, organise le Yom Chevron. Yom Chevron, le 10 août. Le 10 août, qui est aussi une initiative de mon père, il y a 35 ans déjà, que chaque été, c'est le rendez-vous sioniste des francophones. Et il ne faut pas rater ce défilé de drapeaux de 1200 juifs francophones qui défilent dans les rues, dans la cité des Pères. C'est une force extraordinaire. Moi, ça m'oxygène pour toute l'année. C'est une force absolue. Alors, il faut s'inscrire? Oui, il faut s'inscrire. Pour l'instant, le flyer devrait sortir dans 2-3 jours avec le numéro de réservation. Il va y avoir des bus qui vont sortir de toutes les grandes villes dites francophones. Netanya, Ashdod, Ashkelon, Jérusalem, Tel Aviv, Bat Yam, Nahariya, Hadera. Donc, on a beaucoup de bus qui sont prévus et qui devraient faire un bon embouteillage dans Hebron. Alors, Israelis Forever, vous pouvez trouver donc sur la page Facebook, Nili Naouri également sur Facebook. Vous pouvez, si vous voulez, vous inscrire à cette magnifique journée Yom Chevron
le 10 août avec Israelis Forever. Merci Nili avec grand plaisir. Merci à nous voir. Tandem. Ça faisait longtemps Merci qu'on avait envie de se faire comme ça une petite soirée. Enfin, on y est arrivé. Tout à fait. Et l'occasion de cette dissolution nous a été servie sur un plateau. Tout à fait. Merci Jonathan, merci toujours pour tes lumières, pour tes analyses toujours éclairées, éclairantes. Et j'espère qu'on aura en tout cas offert à nos téléspectateurs une idée pour qu'ils puissent eux-mêmes se faire après leur propre Chacun opinion. son opinion. Merci à vous deux. Mais à droite tout quand même. Chacun aussi, de ce côté-là, pourra se faire son opinion. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Jonathan, merci Nili. Je vous souhaite de passer un très bel été, puisqu'aujourd'hui on est le 21 juin, donc le premier jour de l'été. Et à très bientôt pour un nouveau Knesset et Match et puis d'autres émissions avec d'autres invités. Au revoir, à très bientôt.